Et notre invité politique ce matin, c'est Jérôme Guedj. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de l'Essonne, porte-parole du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest-France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de ce 1er mai, les cortèges hier marqués par des violences à Paris, à Nantes, à Lyon, à Angers ou encore à Rennes. 108 policiers blessés. Gérald Darmanin qui a déploré hier qu'une partie de la classe politique ne condamne pas ces violences visant notamment la gauche et l'extrême gauche. Est-ce que vous condamnez fermement ces violences? Évidemment, moi je soutiens évidemment à chaque fois les forces de l'ordre quand elles sont prises à partie par, nommons-les, des crétins décérébrés. Les Black Blocs sont les idiots utiles de l'opposition à cette réforme des retraites. La preuve, c'est qu'on parle d'emblée, au lieu de parler de l'ampleur de la mobilisation, on va parler de ceux qui viennent pour casser du flic, pour casser des biens publics ou des biens privés. Donc aucune complaisance, aucune tolérance pour cela. Et donc moi je condamne. Simplement, c'est un peu cousu de fil blanc aussi de la part du gouvernement de venir constater qu'un tel ou un tel n'a pas condamné. Moi, je veux pas faire de polémique sur le sujet, mais je mets quand même dans le débat public mon collègue sénateur Jérôme Durain, ça fait une immersion intéressante à l'invitation de Gérald Darmanin. Je veux qu'on ait dans ce pays un débat public sur les conditions du maintien de l'ordre. Parce que sur un point précis, ça faisait plusieurs jours qu'on nous dit il va y avoir 1000 ou 2000 Black Blocs présents dans ces manifestations, et ils ont bien été là. Donc moi je pose aussi la question de l'efficacité de la prévention, de la détection, du repérage en amont et de la manière de contenir ces Black Blocs pour éviter qu'à ce point ils puissent être néfastes au mouvement social. Je ne sais pas comment. Je constate juste que depuis plusieurs années, je jette pas la pierre uniquement à ce gouvernement, depuis plusieurs années, notamment depuis la loi travail en 2016, on a la présence de ces casseurs, de ces idiots, de ces crétins, nommons-les comme on veut, en tous les cas de ceux qui viennent pour toute autre chose que les motifs des manifestations. Et il y a une sorte d'impuissance dans la doctrine et dans la technique de maintien de l'ordre à les contenir et à éviter les images désastreuses qu'on a vues hier. Et encore une fois, j'exprime toute ma solidarité à chaque fois qu'on voit des policiers qui sont pris à partie, qui reçoivent des cocktails Molotov ou autres. Et le questionnement sur la doctrine du maintien de l'ordre, il est sur cette efficacité-là. Et puis plus largement, parce qu'il ne faut pas non plus éluder ce qui malheureusement peut aussi exister. Et on a vu aussi des images qui sont problématiques de forces de l'ordre qui épuisées, harassées et peut-être sans cap clair, se retrouvent elles-mêmes à participer à ce climat de tension et parfois de violence policière. Donc il y a des violences policières pour incontestablement, il suffit de voir les images, elles ne sont pas forcément systémiques, mais en tous les cas, elles sont liées à la doctrine de maintien de l'ordre, au nassage, à l'utilisation de certains armements qui sont une anomalie française dans la scène européenne de la doctrine de maintien de l'ordre. Il y a la problématique de la doctrine du maintien de l'ordre, mais vous parlez d'action préventive. Le problème, c'est que l'arsenal juridique n'existe pas. Et si la loi venait à changer, on entendrait partout dire que la France ne respecte plus les droits de l'homme, va beaucoup trop loin en la matière. Qu'est-ce qui peut être fait sur ce point précis? En tous les cas, je veux qu'on ait ce débat-là. Il y a une sorte de tabou français. Vous porteriez à l'Assemblée ce débat? Il y a une sorte de tabou à avoir un questionnement sur l'efficacité du maintien de l'ordre. On nous dit c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Au-delà du maintien de l'ordre, il y a aussi une problématique d'ordre juridique. En tous les cas, dans une manifestation, quand vous avez des attroupements qui s'organisent, qui sont repérés, etc., je pense qu'il y a un cadre juridique qui permet aujourd'hui d'intervenir. Je vous dis pas d'aller arrêter les gens au moment où ils partent de chez eux en amont, quoique dans certaines situations, on a été capable de faire des choses, je pense notamment au hooliganisme dans les stades, où on a été capable, quand je parle de gens qui ont déjà été condamnés, qui ont déjà été identifiés par la justice, on a été capable d'avoir des mesures préventive sur le terrain de la violence dans les stades. Dans la rue. Dans les stades qui sont des enceintes privées, dans la rue, je comprends parfaitement, ça n'existe pas. Oui, mais d'accord. Donc on fait quoi? Donc c'est la question qu'on vous pose. À chaque moment, on va passer plus de temps à débattre. Est-ce que vous, en tant que député, moi, je suis un républicain conséquent. Je suis un républicain conséquent, et donc quand j'ai un problème de maintien de l'ordre avec des gens qui délibérément viennent pourrir un mouvement social, je me dis qu'il faut qu'on règle ce problème-là. Mais je le ferai pas en passant par-dessus bord les libertés
libertés publiques et les abus éventuels qui peuvent être faits. Mais attendez, cette ligne de crête, pour l'instant, personne ne la recherche. Je pense que c'est un débat, il n'y a pas de débat interdit. A fortiori, je le redis, quand on a passé déjà beaucoup de temps à parler de ceux qui sont venus pourrir ces manifestations, alors que ces manifs ont été quand même un grand succès. Mais on va en parler, mais vous dites que ce sont les idiots utiles du gouvernement. Ça veut dire que vous craignez que ces violences affaiblissent le mouvement Les Souffles ? Évidemment, quand on a ces images désastreuses, amplifiées, regardées, et c'est normal de les regarder, on passe plus de temps à les évoquer. Et puis, il y a un effet un peu repoussoir, évidemment. Et je le redis, sur lequel cet effet... Parfois, le gouvernement joue et surjoue, rien que cette mise en cause permanente en disant « Ah, vous n'avez pas condamné, c'est donc que vous êtes des complaisants ». Je veux dire, ça suffit. Je veux dire, j'ai presque failli dire que c'était de bonne guerre de la part d'un ministre de l'Intérieur. Mais là, quand même, c'est avec des gros sabots. Mais M. Darmanin est assez coutumier des gros sabots. 2,3 millions de manifestants selon la CGT, près de 800 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est pas le raz-de-marée espéré par les syndicats. Vous êtes déçus ? Enfin, vous plaisantez. Comparons avec des 1er mai. C'est 7 à 10 fois plus que les 1er mai habituels. La dernière fois qu'il y a eu un 1er mai de cette ampleur, c'était le 1er mai 2002 dans l'entre-deux tours très particulier de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen, avec Jean-Marie Le Pen. Que les 1er mai soient unitaires de la part des syndicats. Oui, mais en tous les cas, c'est une 13e journée de mobilisation réussie. Il faut le mettre au crédit de l'intersyndicale, en effet, de cette dimension unitaire, et qui atteste d'une chose, qui atteste de la permanence et de la profondeur dans le pays du rejet de cette réforme de retraite. Tous ceux qui pensaient qu'on allait pouvoir passer à autre chose, tourner la page, et c'était l'ambition des fumeux 100 jours présentés par Elisabeth Borne la semaine dernière. D'ailleurs, c'était assez symptomatique. Elle n'a pas eu un mot sur la question des retraites dans son allocution. Ils veulent jouer une sorte d'amnésie, de résignation, d'oubli. Non, là, ce que nous dit le mouvement, ce que continuent à dire les sondages et n'importe quelle discussion dans une famille ou au boulot, c'est que les gens n'oublieront pas. Ça doit être le sparadrap du capitaine Haddock, le boulet de ce gouvernement, parce qu'il s'est entêté. La protestation ne se dément pas et que d'une manière ou d'une autre, il y aura remise en cause de cette réforme. Alors d'une manière ou d'une autre, de quelle manière ? Comment est-ce qu'on rebondit ? Comment est-ce que le mouvement peut se poursuivre aujourd'hui ? Alors, il y a les canaux juridiques. On attend demain la décision du Conseil constitutionnel sur la deuxième référendum d'initiative partagée. Vous pensez qu'il sera validé ? Écoutez, le Conseil constitutionnel a des arcanes mystérieuses et complexes à décrypter. Une demande a été faite, on verra si elle est validée. C'est un chemin compliqué, la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, mais ça atteste du fait qu'on a essayé d'user de tous les outils, somme toute assez réduits dans ce parlementarisme rationalisé. On va voir la décision du Conseil constitutionnel. Vous savez, le RIP a été fait d'une certaine manière en 2008 pour ne jamais être mis en œuvre, ou alors dans des conditions très très compliquées. Donc on va voir. On a une proposition de loi qui viendra à l'Assemblée nationale début juin d'abrogation. Tout ça nous permet de maintenir... pour vous ? En tous les cas, moi je l'ai co-signé avec mes collègues du groupe socialiste. Pourra passer ? En tous les cas, elle va nous permettre à nouveau d'avoir le débat à l'Assemblée nationale et de poser la question à toutes celles et ceux qui se sont opposés à cette réforme, et je pense notamment aux Républicains, en leur disant, là, vous avez la possibilité d'incarner votre vote, ou en tous les cas votre rejet. Vous n'avez pas pu le faire parce que le 49.3 a été dégainé. Là, vous avez l'occasion de le faire. Mais je vous ai dit que j'étais un républicain conséquent, je suis lucide aussi. Je sais que c'est un chemin compliqué, puisqu'après un vote à l'Assemblée nationale, il faudrait aller au Sénat, et on connaît le côté conservateur du Sénat sur cet aspect des choses. Mais encore une fois, donc là, je vous parlais du terrain juridique, mais aujourd'hui, nous sommes essentiellement sur le terrain politique. C'est-à-dire ce gouvernement est dans une impasse à gouverner, et on le voit bien dans les difficultés à élargir la majorité qu'a Elisabeth Borne. Il est dans une impasse à convaincre les Français, parce qu'il ne le croit plus. Voilà. Il a vu... les mensonges, les pipeaux, les approximations, l'entêtement, la brutalité démocratique. La séquence a été désastreuse pour les gouvernements. Il y avait une impasse politique qui pouvait être surmontée
au lendemain des élections législatives avec la construction d'une nouvelle méthode de travail. C'est tout le contraire qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur le terrain politique et ça doit continuer sur le terrain politique. Et la balle est dans le camp. Vous aussi, vous n'êtes pas dans une impasse pour faire échouer cette réforme des retraites. Est-ce que maintenant, c'est pas trop tard ? Mais ce n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'une loi est votée qu'on peut pas continuer à y s'y opposer. Moi, il y a plein de lois qui sont dans le droit positif, comme on dit en France, avec lesquelles je ne suis pas d'accord et pour lesquelles je veux mener une opposition démocratique, pour lesquelles le rendez-vous, ça s'appelle l'alternance démocratique. Mais pour que l'alternance démocratique, elle se construise en connaissance de cause, il faut maintenir vivace le souvenir de ce qui s'est passé dans cette réforme des retraites. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement social d'ampleur dans ce pays, il y a eu d'une certaine manière une réplique politique qui a suivi. Après les grèves de 1995, il y a eu la victoire de Lionel Jospin en 1997. Après les grèves de 2010, il y a eu la victoire de la gauche en 2012. À chaque fois, c'était sur des questions relatives aux retraites. Vous reviendrez dessus si vous avez le pouvoir. On a entendu ça dans la précédente réforme. Et vous n'êtes pas revenu sur la réforme de François Fillon. Écoutez, moi, je n'étais pas aux responsabilités. Je vous dis une chose, c'est qu'à minima, nous reviendrons sur les 64 ans pour revenir aux 62 ans. Parce qu'on ne peut pas avoir fait la démonstration du caractère injuste et inutile de cette réforme et ne pas la remettre en question le moment venu. Donc, et il faudra par ailleurs un vrai débat. Vous n'êtes pas revenu sur les 62 ans. Au contraire, vous êtes passé à 43 annuités. Il faudra un vrai débat. Oui, mais moi je le regrette. Si vous me posez la question, moi j'ai pas voté cet allongement des cotisations à l'époque où j'étais parlementaire. Et je pense que sur la question des retraites, qui est identitaire, je dirais, dans l'identité républicaine, dans l'adhésion à un certain modèle social, je pense qu'on peut faire autrement plutôt que de céder à la facilité qui a été celle du gouvernement. Vous avez cité deux dates intéressantes, celles des mouvements sociaux de 95 et de 2010. 2 ans après, l'alternance a eu lieu. 2 ans après. Là, on a 4 ans avant la prochaine présidentielle. C'est notre défi, vous avez raison. Ouais. 4 ans, c'est très long. Comment on fait pour vivre cette impasse politique et maintenir c'est une espèce de continuum pendant 4 ans? Vous avez raison, mais l'impasse politique, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est Emmanuel Macron qui est dans l'impasse politique. Alors je vais vous poser la question. C'est lui qui est dans l'impossibilité aujourd'hui. Comment est-ce qu'il peut sortir de cette impasse politique? La seule solution, c'est de retirer le texte? Là, en l'espèce, il s'honorerait et au-delà de ça, il serait le garant de l'union et de l'unité nationale. Mais ça lui permettrait de sortir de l'impasse politique? Ça lui ferait pas une majorité pour autant? Oui, mais ça lui donnerait un peu de respiration. D'abord, on aurait, pour nous, atteint l'objectif voulu par l'écrasante majorité des Français, qui est de ne pas appliquer au 1er septembre. Parce que moi, on va rentrer dans le dur, là, à partir de septembre et octobre prochain, sous réserve de la prise de la trentaine de décrets qui doivent être pris pour appliquer cette réforme, il y a des gens qui vont commencer à avoir un allongement de leur durée de cotisation. Et donc, moi, je ne renonce pas à cette victoire qui, avant d'être une victoire politique, est d'abord une victoire pour la vie des gens, pour tous ceux à qui on va demander de travailler 2 ans de plus de manière injuste. Donc, le retrait, c'est ce qui permet, par exemple, de renouer le dialogue avec les organisations syndicales. Et de ne pas être dans l'impasse du dialogue social dans laquelle on a été de manière quand même assez paroxystique. Sur les organisations syndicales, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait d'autres journées de manifestation ou est-ce que désormais ça ne sert plus à rien et vous souhaitez d'autres formes de contestation? Est-ce que par exemple il faut perturber des événements, des matchs de foot, le festival de Cannes? Est-ce que vous êtes favorable à ça? Mais la manifestation, la mobilisation sociale, elle est dans le patrimoine social de ce pays. Et donc là où les syndicats, l'intersyndicale et parfois les organisations politiques auront des propositions à faire. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est qu'on maintienne une pression démocratique, pacifique évidemment, sur le gouvernement pour Mais laquelle? Est-ce que vous cautionnez que des événements sportifs et culturels soient perturbés? Tout dépend de ce qu'on appelle perturber. Avoir une expression symbolique. Regardez ce qui s'est passé samedi au Stade de France. L'espèce d'hystérie sécuritaire dans lequel la crainte d'une expression, somme toute, symbolique, je veux dire qu'un président se fasse siffler ou que des cartons rouges soient arborés dans une enceinte sportive, je vois pas en quoi c'est attentatoire à, y compris l'organisation de l'événement. Ça n'a pas très bien marché, et il a fallu... C'est un échec pour vous? Non, mais il a fallu, mais regardez le niveau d'hystérie dans lequel on a été de la part du gouvernement, avec un président de la République qui est obligé d'être présent d'une certaine manière en catimini, avec l'image qui n'était pas présente dans le stade. Enfin, à un moment, il faut assumer, quand on est président de la République, si on est droit dans ses bottes, on prend des décisions, on les assume, et se faire siffler, encore une fois, pardon, mais ça participe du jeu démocratique. Voilà, et il n'y a pas à en avoir peur. Sur la suite, Laurent Berger dit qu'il se rendra à Matignon quand Elisabeth Borne l'invitera, alors sous condition et en disant que la confiance n'est pas là, mais est-ce qu'il a raison d'accepter l'invitation ?
D'abord, il est souverain dans son organisation syndicale moi, j'ai jamais considéré qu'il y aurait une rupture ad vitam aeternam la discussion et du dialogue. Simplement, on peut pas passer crème, pardonnez-moi l'expression. Et donc, s'il faut, par une période, on va dire, de décence, indiquer au gouvernement que, encore une fois, on n'a pas oublié. Je pense que c'est ça aussi qui alimente le mouvement social. Là, le gouvernement a voulu ouvrir des chantiers, mais il ne faut pas oublier que ces chantiers, en eux-mêmes, ils sont à nouveau problématiques. Moi, je suis frappé par le fait qu'Elisabeth Borne nous ait dit on va rentrer dans une période d'apaisement. Mais les sujets qui sont mis sur la table, la réforme du lycée professionnel, France Travail et conditionner le RSA à une période d'activité obligatoire et les autres sujets qui ont été mis sur la table ne sont pas des sujets qui sont super consensuels. Donc j'attends de voir vraiment ce que c'est. Vous avez travaillé avec le gouvernement sur ce sujet, sur la loi travail, sur la loi plein emploi. Nous, on a toujours indiqué que nous travaillons stylo à la main sur les propositions, mais simplement, pardonnez-moi l'expression, mais chat échaudé. Donc c'est pas un vote de rejet. Chat échaudé craint l'eau froide. Depuis juillet dernier, et le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, ça n'a pas du tout été la pratique. Moi, je le vois sur des textes sur lesquels j'ai travaillé. Je pense au sujet relatif au vieillissement de la population, au bien vieillir. C'était le gouvernement tout seul qui travaille et qui impose son calendrier et ses toutes petites mesurettes. Et on l'a vu sur bien des sujets. Un mot, une question sur l'agence de notation Fitch qui a dégradé la note de la France et qui doute de la capacité d'Emmanuel Macron à poursuivre la réforme et qui dit que la poursuite de la contestation du mouvement social affaiblit le pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les agences de notation, celle-là en l'occurrence, rendent hommage d'une certaine manière au mouvement social. La dégradation de la note, c'est une inquiétude libérale sur le fait que les mesures ne sont pas assez dures, ne vont pas assez loin et ne produisent pas des effets de cure, si j'ose dire, suffisamment rapides. Moi, j'ai jamais été un fan de ces agences de notation. J'ai été président d'un département et je subissais la notation. Alors vous savez aussi que c'est qui nous jugeait. Ça peut avoir aussi un impact sur les finances publiques du pays. Oui, mais notamment sur la hausse des taux d'intérêt auxquels l'État français va commencer à emprunter. En faveur des classes moyennes. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on assume qu'il y a des gens, voilà, un système financiarisé qui dit pour que je vous donne une bonne note, il faut que vous soyez encore plus dur. Il faut que vous réduisiez les dépenses sociales. Il faut que vous réduisiez le périmètre d'intervention des services publics. Et à ce moment-là, vous serez dans un bon canal libéral et je vous donnerai des bonnes notes. Donc il y a aussi une capacité à s'extraire à ça. Il y a toujours une part de souveraineté et d'indépendance. Je fais un parallèle. À l'époque, nous, on en avait marre de se faire noter par ces organismes. On a créé l'Agence des finances locales. Voilà, c'est un sujet dont les sénateurs ont beaucoup débattu. C'est-à-dire à un moment donné de s'unir pour être en capacité d'emprunter ensemble et avoir une force de frappe. Donc à un moment donné, il faut aussi être en capacité de s'extraire de cette doxa qui nous dit il n'y a pas de there is no alternative, le fameux mantra thatcherien qui nous dit que hormis la baisse des dépenses sociales ou des dépenses publiques, il n'y a pas de solution. Là, il y a une alternative, le niveau d'endettement du pays, en fait, 3 000 milliards de dettes, 110% du PIB. Est-ce qu'on peut encore se permettre d'accroître les déficits ? En tous les cas, on peut se poser la question de savoir pourquoi on en est arrivé à ce niveau de déficit. Là, dans la doxa libérale, personne ne pose jamais la question de pourquoi la baisse des impôts qui a été décidée ces 4 ou 5 dernières années a elle-même alimenté le déficit sans le fameux ruissellement. C'est ça, augmenter les impôts ? Non, en tous les cas, questionner l'efficacité des baisses d'impôts ou des exonérations de cotisations qui ont été mises en œuvre. C'est jamais questionné. C'est-à-dire quand on a des exonérations de cotisations sociales, on nous dit « Ah bah c'est absolument indispensable pour l'emploi ». Moi, je viens de lancer avec la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale avec un député Renaissance, Marc Ferracci, une mission pour évaluer l'efficacité des exonérations de cotisations sociales parce qu'on sait bien que certaines sont totalement inutiles et impactent l'équilibre des finances publiques. On va te parler du PS et de la NUP. Pour terminer, Marine Tondelier, la chef d'Europe Écologie Les Verts, a dit une nouvelle fois, une énième fois, j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de liste commune aux européennes. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette par principe. Chacun s'exprime avec son histoire, sa sensibilité. Mais nous sommes aujourd'hui dépositaires de ce qu'est la NUP.
c'est-à-dire une espérance qui a été levée il y a presque un an, jour pour jour, en mai 2022, au lendemain de l'élection présidentielle. Ce rassemblement de la gauche et des écologistes était un fait inédit depuis des années dans l'histoire politique du pays. Et moi, je croise encore aujourd'hui des électeurs qui nous disent « vous avez bien fait, mais ne lâchez pas ». Voilà. Donc après, il y a des mouvements centrifuges, je les entends bien, la question des européennes en fait partie, mais au moins qu'on vérifie si nous avons des accords ou des désaccords, plutôt que d'être sur une position de principe. Et donc moi, vous y croyez encore, moi je serai unitaire pour 2, pour 3, pour 5, pour 10. Et qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de garder ce cadre commun, de le préserver pour la suite des opérations. Parce que l'alternance et l'alternative, le moment venu, ne pourra se construire que dans le cadre du rassemblement de la gauche et des écologistes, en le faisant évoluer, évidemment. Et donc, moi, vous savez quoi ? Je n'ai pas envie, au soir des élections européennes, d'avoir cette image désastreuse, je la visualise déjà, d'avoir le Rassemblement national en tête, suivi probablement de Renaissance, les deux au-dessus de 20%, et pourquoi pas plus, et puis un gros trou entre les deux, et puis un éclatement, une kyrielle, vous savez, de ces barres entre Europe Écologie Les Verts, le PS, les communistes, les Insoumis, etc. Si cette image-là s'imprime au soir des élections européennes, alors plein de gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est peu ou prou l'image qu'on a eue aux dernières européennes, en fait, ce que vous êtes en train de décrire. Mais je suis absolument d'accord. Et on a tourné la page de ces divisions mortifères à gauche à l'occasion des élections législatives en construisant rapidement un contrat de coalition. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'on travaille sur le fond. Là, Olivier Faure a proposé de se réunir dans le cadre d'une agora, en stylo à la main sur les questions notamment européennes, mais moi je souhaite qu'on le fasse sur tous les autres sujets. Moi, l'horizon 2027, c'est construire un contrat de coalition qu'on n'a pas élaboré en 13 jours et 13 nuits juste avant, qu'on a pris le temps, à partir de ce qu'est l'accord NUPES de 2022, d'enrichir, d'amender, de faire évoluer, mais de travailler. Montaigne disait il faut se limer les cervelles dans la discussion les uns les autres. Eh bien, continuons à le faire. Incarné en 2027, comment vous désignez votre candidat ? D'abord, chaque chose en son temps, mais moi je l'ai déjà dit, dès le début du mois de janvier, j'avais indiqué qu'une fois qu'on a fait ce travail sincère, en gardant la NUPES, et malheur à celui ou à celle qui va faire péter le cadre de la NUPES, mais en gardant ce cadre-là, en ayant une démarche sincère, en travaillant sur le fond de chacune des propositions, la question sociale, la question écologique, les questions fiscales, les questions républicaines, les questions internationales, enfin, enrichir le programme et le compléter, on construit ce contrat de coalition pour les élections législatives de 2027, parce qu'il faut qu'on sorte tous du crétinisme présidentiel dans lequel on est, en se disant il y a un homme ou une femme présidentielle. Construisons le programme des législatives. On a compris qu'il n'y a pas de politique possible si on n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Donc on construit ce contrat de coalition, et après on va chercher celui ou celle qui peut l'incarner. Et je le redis, je ne vois pas d'autre solution qu'une primaire, pas à l'ancienne, puisqu'à l'ancienne, les primaires, c'était problématique parce qu'on tranchait à la fois la ligne et la personne. Mais là, à laquelle quasiment personne n'est favorable par vous. Parce que pour l'instant, tout le monde a en tête les précédentes primaires où on tranchait à la fois une ligne et une personne. Si on s'est mis d'accord sur un contrat de coalition, on a donc une ligne et après on choisit le meilleur ou la meilleure pour l'incarner et on aura à ses côtés des compétiteurs qui, le moment venu, soutiendront celui ou celle qui a gagné. Vous dites malheur à celui qui cassera le cadre de la NUP. Est-ce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui essaye de casser lui-même la NUP qu'il a créée ? En tous les cas... Parce qu'elle ne veut plus de lui, en fait. Si vous aviez aujourd'hui à faire une primaire pour désigner votre candidat à gauche, on est d'accord, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui sortirait du chapeau ? Si il décidait d'être candidat et qu'il était retenu par la majorité des électeurs de gauche, il deviendra à ce moment-là notre candidat. Mais il faut accepter ce cadre de la dispute apaisée, ce cadre démocratique autour d'un programme. Moi, ce qui m'intéresse le plus, avant de parler de la primaire, avant de parler de la présidentielle, c'est qu'on se mette en ordre de bataille. On le fait dans le travail parlementaire et c'est très heureux. Là, je vais vous quitter pour rejoindre l'intergroupe de la NUPES qui se réunit toutes les semaines. On se parle, on affine nos propositions, la manière de nous opposer, etc. Donc ça, c'est déjà un acquis. Mais élargissons-le dans la préparation de l'alternative. Merci Jérôme Gage. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, Stéphane, mobilisation du 1er mai. La rue maintient la pression. Merci Stéphane. Merci Jérôme Gage.